C'est une affaire dont on croit tous tout savoir. De la mystérieuse disparition d'une joggeuse au mensonge d'un mari, de la trahison d'un gendre aimé comme un fils, au désespoir d'une mère qui ne pouvait pas croire à la culpabilité de son fils. On disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Je refusais d'accepter que ce soit lui. Et moi j'ai crié mais c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est impossible. Pendant 3 ans, l'affaire Daval a passionné les Français et mobilisé la presse comme rarement dans l'histoire judiciaire. La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été prise à témoin. L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit, est devenu le mensonge fait à tous les Français. Les gens se sont scindés en deux. Il y avait les pro-Fouillot et les pro-Daval. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. L'affaire a même ouvert un débat au plus haut niveau politique. Et la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes va fustiger la défense de Jonathan Daval. Mais jusqu'ici, des hommes et des femmes n'ont pas parlé. Ce sont ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Cette médiatisation a perturbé ce début d'enquête. Il y avait des caméras, il faut faire attention, qu'on ne vous chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets. Comment les gendarmes et les magistrats ont-ils acquis la conviction que Jonathan Daval était coupable? Pourquoi ont-ils attendu 3 mois avant d'arrêter celui qu'ils soupçonnaient dès le premier jour? C'est l'autre volet d'une affaire que l'on croit tous connaître. Je vais aller courir un coup. Je passerai peut-être vous faire un coucou si je suis motivé. Toujours en train de courir? Je vais au vert, vider les cadavres que tu bois. Je t'aime. Il s'avère que j'étais de permanent, je reçois un appel des gendarmes ce samedi 28 octobre 2017 qui signale la disparition d'une joggeuse. Alexia Daval, une femme de 29 ans. C'est son mari Jonathan qui vient de passer à la mairie de Gray pour signaler sa disparition. Ce matin, elle était partie courir vers 9 h, habillée avec des baskets roses. Très rapidement, nous sommes inquiets parce que des déclarations qui sont faites par Jonathan Daval, le compagnon de la joggeuse, on ne la retrouve pas. Il nous indique pourtant un parcours de footing et absolument rien. Une des premières hypothèses, c'est l'accident de la route. Là, on était en période de chasse, bien sûr, l'accident de chasse. Le rôdeur, le prédateur sexuel, et puis le mari, bien entendu. Sans négliger les autres pistes, les gendarmes portent, dès le premier jour, leur attention sur le mari d'Alexia. Nous avons tout de suite des soupçons. Donc je demande une deuxième audition qui va être extrêmement longue, en fin de samedi après-midi de Jonathan Daval. Cette deuxième audition va être extrêmement importante parce qu'elle va faire état, spontanément de sa part, de difficultés qu'il rencontrait dans le couple. Effectivement, il nous fait part d'Alexia Daval qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a un traitement hormonal. Il nous fait part également de ses problèmes d'érection. On comprend très vite qu'il y a un malaise dans le couple par rapport à ça. Et il nous dit qu'elle souvent le brutalisait, elle l'insultait. On apprend au fur et à mesure que c'était pas un couple harmonieux. Et surtout, nous allons découvrir sur son corps des traces. Des traces qui peuvent soit confirmer effectivement ses déclarations, je suis un homme battu, soit au contraire, montrer effectivement un épisode de lutte qu'il aurait eu avec Alexia Daval. Le lendemain matin, les recherches reprennent, à grand renfort militaire. Des chiens, un hélicoptère, des drones. La battue des gendarmes est appuyée par une foule d'anonymes. Alexia, c'est la fille d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. On est à Gray, 5000 habitants. Tout le monde se connaît plus ou moins. Et cette famille, c'est pas n'importe qui. La maman de la victime est conseillère municipale. Jean-Pierre, le papa, tient le bar PMU de la place. Donc tout de suite, on a peut-être une attention et une inquiétude collective assez puissante parce qu'à Gray, tout le monde connaît Alexia.
Je me disais, mais pourquoi est-ce que tous les médias sont là? Et en même temps, ça me faisait chaud au cœur parce que je me disais, ils sont là pour nous aider. On va arriver avec eux à trouver où est Alexia. La famille d'Alexia en profite pour lancer un appel aux ravisseurs potentiels. S'il avait une once d'humanité qui pense qu'Alexia a une vie, elle a un travail, elle a des amis, des collègues, elle a sa famille, on l'attend tous. Je voudrais si c'est ça qui nous la rende. Très rapidement, c'est devenu une affaire nationale dès lors qu'on a évoqué la disparition d'une joggeuse. Les crimes de joggeuses, c'est quelque chose qui interpelle énormément l'opinion publique parce que beaucoup de femmes courent en France, beaucoup de personnes courent et il y a un phénomène d'identification qui est très puissant par rapport à ces crimes-là. Donc tout de suite, on comprend que ça va être un fait divers particulier. Malgré l'importante battue du dimanche, aucune trace d'Alexia. Mais le lendemain, après 48 heures de recherches intenses, le déploiement de force des gendarmes paye. Alors en fait, il y a un premier tournant, puisque dès le début d'après-midi, on apprend qu'il y a un corps qui a été découvert dans le bois des Moulins. Un corps qui est dissimulé sous des branchages, dans un endroit qui était très loin de la zone qui nous était décrite par Jonathan Daval, la zone du footing. On se trouve assez loin de la maison qui se trouve à Gré-la-Ville, donc on est à peu près à 7 km à vol d'oiseau. On quitte une route, une départementale, pour rejoindre un chemin carrossable. Et on longe des bois pendant environ 1 km, 1,5 km. Et de là, il y a un petit sillon qui mène en fait au corps, qui se situe environ une trentaine de mètres dans la forêt. Donc c'est vraiment un lieu qui est assez isolé, il faut y aller. On a eu énormément de chance, je vous rappelle qu'on est en hiver, que la nuit tombe très tôt, que les conditions donc sont très dégradées, et je crois qu'on a eu beaucoup de chance effectivement de découvrir ce cadavre. Sans cadavre, il n'y avait pas de crime. Moi je suis convaincu que dans ce dossier, on aurait pu passer à côté du meurtre quasiment parfait. Alors, le corps se situe entre 2 troncs d'arbres, en décubitus dorsal, c'est-à-dire en position sur le dos. Et là, au fur et à mesure qu'on avait les branchages, effectivement, on s'aperçoit que le corps est partiellement brûlé, quoi. Et on reconnaît bien une femme blonde, recouverte d'un drap. Un drap blanc partiellement brûlé également. Oui. Donc elle porte effectivement un short, des baskets roses, des lunettes, et tout porte à croire effectivement qu'il s'agisse bien d'Alexia. Les techniciens en identification criminelle travaillent toute la nuit sur la scène de crime. Ils relèvent une trace de pneu à proximité du corps. Et ils découvrent un capuchon en plastique blanc sous le cadavre. Alors que les experts poursuivent leur constatation, le procureur de la République fait déjà face aux journalistes. Au moment même où je me rendais sur la scène de crime, j'ai été appelé par un organe de presse qui m'indiquait qu'il savait qu'on avait découvert le cadavre et qu'il allait sortir l'information. Donc là, c'est un revirement extrêmement important par rapport à la stratégie d'enquête. Ça veut dire qu'un de nos suspects va être informé par les médias de la découverte du cadavre. Cette médiatisation, vous voyez, a perturbé ce début d'enquête parce que, par définition, elle nous a rendu impossible la possibilité, par exemple, d'immédiatement le placer sous écoute, de suivre son comportement avant même la révélation de la découverte du cadavre. Le procureur demande aux journalistes de conserver cette information secrète. 1 heure. Le temps d'informer la famille d'Alexia. Je reçois seul, à ma gauche, les 2 parents, à ma droite, Jonathan Daval. Les parents sont bien entendu en larmes parce qu'ils ont compris que je leur annonçais une mauvaise nouvelle. On est là, on entend. Et en même temps, on s'effondre et on sait que maintenant c'est fini. On sait qu'Alexia, elle est vraiment décédée
Et tout s'écroule, tout s'écroule. Pourquoi notre fille est décédée? Pourquoi est-ce qu'elle est retrouvée dans un bois? Pourquoi tout ça? J'essaie d'en dire le moins possible parce que c'est quelque chose d'extrêmement choquant, bien sûr, pour la famille. Et j'essaie surtout de me préserver des éléments par rapport à ce soupçon qu'on commence à avoir sur Jonathan Daval. Et j'ai en face de moi une personne, effectivement, qui sanglote. Le veuf est pleuré, en grand chagrin. Dominique, on est 48 heures après la disparition d'Alexia et les gendarmes et le procureur ont déjà des doutes sur le veuf. Pourquoi ? Au départ, c'est assez classique. Toutes les hypothèses sont envisagées, y compris celle du mari. Le mari, d'ailleurs, qui a été entendu 2 fois ce samedi-là. Là, les gendarmes s'intéressent à ce qu'ils ont fait, Alexia et lui, la veille au soir, le vendredi, et le matin, avant qu'elle parte courir. Des déclarations qui peuvent croiser avec leur première constatation. Et est-ce qu'ils y trouvent des contradictions ? Oui, une première contradiction dans les horaires. En fait, Jonathan Daval explique qu'il a fait plusieurs fois le trajet que prenait sa femme habituellement quand elle allait courir, en voiture, pour tenter de la retrouver. Les gendarmes vont vérifier tous les horaires, c'est-à-dire qu'ils vont recalculer ces trajets qu'il a fait en voiture, et ça ne colle pas avec les horaires qu'il a déclarés. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres incohérences ? Oui, il y en a une qui va être capitale, c'est la version du voisin. Le vendredi soir, il s'est couché à 22h. Il dit aux gendarmes, à 1h26, j'ai été réveillé par un bruit caractéristique qu'il connaît bien. C'est le bruit d'une plaque métallique qui est devant la maison des Daval, et à chaque fois qu'ils bougent leur voiture, ils passent sur cette plaque. Et machinalement, il a regardé son réveil, il était 1h26. Il dit aux gendarmes, je me suis dit, tiens, les Daval rentrent chez eux. Et il avait dit quoi, Jonathan Daval, sur leur emploi du temps cette nuit-là ? Jonathan Daval a dit aux gendarmes, on a dîné chez mes beaux-parents, on est parti vers 23h30, minuit, il leur faut 10 minutes pour rentrer chez eux. Logiquement, ils arrivent à minuit 10. Là, il dit, on n'est plus sorti de la maison, ni Alexia, ni moi, on a fait des bricoles, lessive, lave-vaisselle, mais on n'est plus ressorti de la maison. Et ça ne correspond pas aux déclarations du voisin qui entend leur voiture passer sur la plaque à 1h26. Le patron de Jonathan Daval vient très vite étayer ce premier indice. Jonathan Daval est informaticien. Il possède un utilitaire blanc professionnel qui est équipé d'un tracker. Le patron, dont il a su la disparition d'Alexia Daval, il a voulu interroger ce tracker et ça a permis d'avoir un élément comme quoi le tracker, il y a eu un hit à 1h26 du matin, la nuit du vendredi à samedi, ce qui correspond à la plaque qui se situe à côté de chez le voisin. Les gendarmes vérifient. L'utilitaire de Jonathan Daval a bien bougé cette nuit-là. On sait que Jonathan Daval nous ment. Il nous raconte une histoire et nous, on essaie de démonter cette histoire, de confirmer ou d'infirmer ce qu'il dit. Au moment où les gendarmes accumulent les présomptions contre Jonathan Daval, l'unité des sciences et du comportement de l'IRCGN va venir appuyer leur enquête. Ces experts, ces profilers français décryptent la scène de crime. Et ils relèvent tout de suite le soin avec lequel le cadavre a été déposé entre 2 troncs d'arbres. Ses lunettes sont en place, bien positionnées sur son visage. Elle a ses mains qui sont mises dans ses poches. Elle est recouverte d'un drap de façon assez précautionneuse. Donc il s'agit de gestes de réparation. Quand un individu commet un homicide violent, ce qui est le cas ici, mais qu'ensuite il y a des gestes qui finalement viennent réparer un peu cette violence, viennent contrebalancer cette violence, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans, en fait. Il y a une volonté de dire « excuse-moi » et effectivement, nous allons en déduire qu'il peut y avoir un lien de connaissance entre l'auteur et la victime. Car un individu qui ne la connaîtrait pas n'aurait pas la nécessité de faire ce type de geste. Et puis l'autopsie tombe. Et elle aussi vient orienter l'enquête.
Au niveau d'autopsie, donc j'y ai assisté bien entendu. On relève aucune trace d'impact. La radio du corps ne permet pas de dire qu'elle a été percutée par une voiture. Et puis on relève pas mal de coups au visage, d'abrasions dans le dos, les ongles retournés. Donc on sait qu'elle s'est battue. Elle s'est battue avec son agresseur potentiel. Et le légiste déterminera qu'elle est morte par strangulation. Le légiste relève plusieurs départs de feu sur la face avant du corps, des pieds à la tête. Et par ailleurs, les médecins légistes ne constatent pas d'agression sexuelle. Donc en l'absence de motivation sexuelle, le lien de connaissance est remis sur le tapis. Un lien qui vient encore appuyer la multitude de coups qu'Alexia a reçus en pleine figure. On est dans l'affectif quand on s'en prend au visage de quelqu'un. On a vraiment une décharge émotionnelle de type de colère, de rage, de haine, que sais-je. Mais en tous les cas, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Donc là, l'idée, ça va être d'aller investiguer sur les potentiels conflits que la victime a pu avoir avec différentes personnes. C'est donc dans le plus grand secret que les gendarmes vont continuer à creuser la piste du mari et se plonger dans la vie intime du couple. Jonathan Daval est placé sur écoute, les gendarmes ne le lâchent plus. Et pendant ce temps-là, le mystère de Gray déchaîne les passions. Une semaine après la mort d'Alexia, un jogging s'organise à Gray, en mémoire d'Alexia Daval. Son mari prend la tête de ce rassemblement. Des centaines d'autres ont lieu partout en France. On est en plein dans le mouvement MeToo, dans l'affaire Weinstein, où on a en France une montée de la problématique des violences faites aux femmes très très forte, qui se politise à ce moment-là. Et Alexia devient un symbole par rapport à ce contexte général de femmes qui en ont marre de se faire agresser, de se faire maltraiter dans l'intimité. Et ça devient vraiment, encore une fois, un symbole. On se souvient que quand même, une semaine après sa mort, toute la France court. Le lendemain, c'est une marche blanche qui réunit une foule autour de la famille d'Alexia. Gray, c'est 5000 habitants à peu près. Le jour de cette marche blanche, il y a près de 10 000 personnes dans les rues de Gray. La mairie de Gray n'a jamais vu ça, les habitants de Gray n'ont jamais vu ça. On tombait des nues de voir le monde. On parle du pays grélois, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était des gens qui avaient fait des centaines de kilomètres pour venir à cette marche blanche. Ça m'a réchauffé le cœur de les voir tous là autour de nous. C'est ça qui nous a fait tenir aussi, et qui nous fait tenir encore maintenant. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est Jonathan Daval qui est entouré du début à la fin de cette marche blanche par les parents d'Alexia. Il l'enlace, il le rassure. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ils vont s'employer à rester le plus digne possible et à ne jamais craquer. Celui qui craque, en revanche, à plusieurs reprises, c'est Jonathan Daval. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser dans nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Ce petit mari, c'est la première fois presque qu'il s'exprime publiquement, avec cette voix enfantine qui pleure, qui a du mal à parler, qui a même du mal à respirer, et qui a un discours un petit peu, on le sent, en décalage peut-être par rapport à la situation. Avec ce lapsus sur l'oxygène, on vient d'apprendre qu'elle est morte asphyxiée. Évidemment, dans ce genre de crime, c'est toujours le premier cercle de la victime qui est suspecté. Donc, il y a quelques personnes qui tiquent un petit peu, que ça interpelle. Les journalistes traquent le scoop. Et si le mari était impliqué? Les gendarmes, qui ne quittent pas Jonathan Daval des yeux, font tout ce qu'ils peuvent pour préserver leur enquête de la curiosité de la presse.
Les médias, ils ont été omniprésents dès le début, parce qu'on était agréés au premier étage de la brigade. Sur la petite place devant, déjà, il y avait des caméras, qu'il faut faire attention, qu'on ne vous chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets. On avait changé les barilles des portes, parce que vraiment, le fait de divulguer des éléments du dossier dans la presse, c'est un risque d'échec pour les enquêteurs. Le but des enquêteurs, c'est vraiment maintenir le secret pour garder toujours toutes les cartes en main quand on va être confronté au suspect, quoi. Jusque-là, les gendarmes n'ont eu qu'un seul son de cloche, celui de Jonathan Daval lui-même, le jour de la disparition d'Alexia, quand il leur a expliqué qu'elle l'insultait et le brutalisait pendant des crises d'hystérie. Mais en creusant davantage, les gendarmes comprennent que le veuf ne leur a pas dit toute la vérité. Alexia n'avait que 17 ans quand elle a rencontré Jonathan Daval, et lui, 21. C'était un jeune homme très timide, mais au contact de cette fille au caractère affirmé, il s'est émancipé. On a vu Jonathan changer, il était heureux, il souriait, il nous a présenté tout de suite Alexia. Non, c'était un beau couple. Et on avait compris dès le début qu'il allait faire sa vie avec Alexia. Il y avait Alexia qui comptait, c'était sa princesse, Alexia. Nous, Alexia avait choisi Jonathan, donc Jonathan faisait partie intégrante de la famille, ça c'est sûr. Hein. Le gamin, on l'a aimé comme notre fils, on lui a tout donné. Il n'y avait aucun frein, aucun mur. C'était notre gamin, tout simplement. Après 10 années de vie commune, Alexia et Jonathan se sont mariés et installés à Gray. Beaucoup de personnes ont été entendues. Ils parlent d'un couple harmonieux, où tout se passe très bien, ils ont une belle qualité de vie, etc. Et on a 2-3 personnes qui nous disent un petit peu l'inverse, comme quoi le couple, ça va plus trop en ce moment. Alexia Daval téléphone à sa confidente, elle lui raconte un petit peu sa vie avec Jonathan, qui n'est pas une vie rêvée comme elle l'espérait. Il m'énerve. C'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes. À moi. Alexia semblait triste. Malgré le beau mariage, la belle maison avec piscine, il lui manquait un grand bonheur, un enfant. Mais pour cela, fallait-il encore que son homme la désire. Quand j'essaie d'être tactile, il me repousse. Il ne veut pas faire l'amour. En fait, ce qu'elle lui reproche, et ce qu'on peut voir dans leurs échanges SMS, c'est son manque de virilité. Ça, elle le dit très clairement. Elle dit tu n'es pas un homme ou quelque chose de cet ordre-là. Il avait des problèmes érectiles, c'était avéré. Il avait vu un médecin pour ça. Et je crois qu'Alexia lui reprochait véritablement cette difficulté-là et mettait sur ce compte-là le fait qu'elle ne puisse pas tomber enceinte. Furieuse, Alexia, parce qu'elle tentait tout pour être enceinte. Le couple avait même commencé un processus de procréation médicalement assistée. Mais Alexia se sentait bien seule dans ses démarches. Jonathan ne s'investissait pas autant qu'elle. Je pense qu'elle sait qu'elle est dure, mais elle dit aussi qu'elle est dure pour le réveiller, pour le secouer, pour déclencher quelque chose chez lui qui... Allez, réveille-toi en fait. Là, je suis en train d'essayer peut-être de sauver notre couple et elle lui demande aussi des explications ou de pouvoir se voir le soir et d'en reparler. Il ne le veut pas. Il évite, il fuit, il part. Comme d'hab, quand ça va pas, tu fuis. Depuis des mois, Jonathan Daval se réfugiait chez sa mère. Jonathan, il vient nous voir, mais en cachette. Il cachait sa voiture pour pas que ça soit revenu à Alexia qu'il est venu chez nous. Dès la fin de journée, il traîne chez sa mère jusqu'à 23 h pour rentrer chez lui quand sa femme dort. Et une fois, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Ça va pas avec Alexia? Elle me dit, si, ça va. Je lui ai dit, écoute, moi, pourquoi que tu viens comme ça? C'est parce que je rentre une fois qu'elle dort, comme ça, j'ai pas de crise. J'ai dit, quelle crise? Il me dit, non, mais t'inquiète pas, parce qu'il voulait pas qu'on sache. Il voulait rien nous dire pour pas qu'on s'inquiète. Les gendarmes poussent leurs recherches sur ces fameuses crises d'hystérie dont Jonathan Daval leur a parlé.
Des épisodes de furie n'ont jamais été révélés dans le cadre de cette enquête, que ce soit son médecin traitant ou l'ensemble des proches. À aucun moment, nous avons un témoin qui déclare effectivement des scènes de violence physique ou psychologique de la part d'Alexia Daval. Donc c'était une thèse qui ne pouvait aboutir. Pendant que les gendarmes travaillent sur la vie du couple, les expertises techniques de l'IRCGN tombent. Et une fois encore, les conclusions ramènent au mari. L'utilitaire de Jonathan Daval le trahit 2 fois. D'abord le tracker, qui borne dans la zone du bois où a été découvert le corps d'Alexia. Et puis ses pneus et l'empreinte sur le chemin. On s'aperçoit qu'en tout point, le pneumatique correspond, c'est la même marque, c'est la même taille, c'est la même structure. Il y a vraiment tous les éléments qui laissent penser que ce véhicule-là se trouvait là le samedi matin. Et donc là, on se dit, voilà quoi, c'est bingo quoi. Il n'y a plus de doute là. On a tous les éléments qui permettent de laisser penser que le mari est impliqué dans les faits. Dominique, le tracker, les marques de pneus, ça fait déjà beaucoup d'éléments de preuve et ce n'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont arriver avec la suite de l'autopsie. Oui, l'analyse du bol alimentaire qui va tomber à la mi-novembre et là, l'expert observe dans l'estomac d'Alexia des feuilles de salade qui ne sont pas digérées. Et ça correspond au dîner qu'elle a pris la veille chez ses parents. Ce qui signifie qu'elle serait morte le vendredi soir et qu'elle n'a jamais fait de footing le samedi matin. Et la toxicologie ? La toxicologie révèle des traces de médicaments psychotropes. Mais selon l'expert, ces médicaments ne peuvent pas être à l'origine du décès d'Alexia, pas non plus à l'origine d'une altération de son comportement. Mais cette histoire de médicaments va avoir de l'importance pour la suite. Est-ce qu'on a pu déterminer qui a rédigé le texto qu'Alexia aurait envoyé à sa sœur le samedi matin ? Alors ce fameux texto qui dit « Je vais aller courir un coup, je passerai peut-être vous faire un coucou si je suis motivé, point, bisous ». Alors, quand on compare l'écriture de ce SMS au SMS qu'envoie habituellement Alexia, ça ne colle pas, parce qu'elle écrit en abrégé. Celui qui soigne ces textos, Rachid, c'est Jonathan. Après 3 mois d'enquête, le juge décide enfin d'interpeller Jonathan. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu aussi longtemps ? Parce que les gendarmes ont établi le profil psychologique de Daval. C'est un menteur, ils le savent, c'est un manipulateur. Le juge et les gendarmes veulent un dossier qui tienne sans aveu. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu le retour de toutes les expertises avant de placer Jonathan Daval en garde à vue. Une garde à vue qui va avoir lieu le 29 janvier 2018. Je me rends au domicile de la famille Fouillot. Je suis reçu par Madame Fouillot, donc je lui apprends que nous venons de placer en garde à vue Jonathan pour le meurtre de sa fille. Et là, Madame Fouillot me dit « C'est pas possible, vous vous trompez, vous êtes en train de faire une affaire Grégory ». C'était tellement impossible pour moi que ce soit lui que j'avais peur qu'il en fasse un faux coupable, quoi. Et moi j'ai crié mais c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est impossible, le gamin dans quel état qu'il doit être, ça doit être horrible pour lui. Les gendarmes ont demandé aux 2 avocats qui assistent Jonathan Daval en tant que partie civile de les rejoindre sur place. La première chose qui m'interpelle, c'est que je vois que les gendarmes sont en train de placer les scellés, ce qui n'est pas habituel. Et ce qui en général est assez mauvais signe. Mon idée, c'est soit ils jouent le tout pour le tout parce qu'ils n'ont pas grand-chose, qu'ils pensent faire basculer le dossier pendant une garde à vue, ce qui arrive, les aveux, soit ils ont des choses, mais en l'état, je n'ai aucun élément me permettant de penser qu'il puisse avoir des éléments impliquant Jonathan de près ou de loin dans la disparition d'Alexia. Avant de conduire Jonathan Daval au poste, les gendarmes fouillent la maison. Lors de la perquisition, on tombe sur une bombe à aérosol de mousse expansive dépourvue du bouchon, qui correspond au fameux bouchon qui se trouvait sous le bras d'Alexia Daval. Donc ça, on l'a saisi et on retrouve également des draps similaires à celui qui couvrait le corps. Peut-être pas de la même couleur, mais exactement avec le même motif. Donc là, vraiment, on a tous les éléments du dossier. Là, on se dit, c'est lui, quoi. Puis, Jonathan Daval est conduit en garde à vue.
à la section de recherche de Besançon. Il y avait une 50aine de mètres de journalistes en meute, je dirais. Donc oui, on sent une pression autour de nous. Tout le pays regardait à ce moment-là. Il regardait cette gendarmerie où Jonathan Daval était interrogé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Il y a également la pression de la garde à vue. 3 mois se sont passés. Donc 3 mois où Jonathan Daval a pu d'autant plus s'installer dans le déni. Il est choyé par ses beaux-parents. Ce sera compliqué de le faire sortir de ce déni. Les gendarmes ont donc préparé minutieusement l'interrogatoire. Nous allons travailler en collaboration avec les enquêteurs pour savoir comment aborder Jonathan Daval, quel type de questions lui poser, comment lui poser, à quel moment lui poser. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive s'il refuse de nous parler? Qu'est-ce qu'on fait s'il fait un malaise? On essaie d'imaginer un petit peu tous les possibles, de manière à avoir des parades à tout. On essaie de ne pas se faire surprendre par l'imprévu, justement, avec énormément d'anticipation. Mais avant même que la première audition ne débute, les avocats de Jonathan Daval découvrent un scoop. Le magazine Le Point révèle que les gendarmes ont déjà 3 éléments à charge contre le mari d'Alexia. Le témoignage du voisin, le tracker, la trace de pneus. Bref, des indices extrêmement sérieux. Alors, se posent 2 réflexions à nous. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas des fausses informations, des informations fantaisistes, des mauvaises interprétations d'un journaliste? On ne sait pas. Assisté de son avocate, Jonathan Daval fait face à 2 gendarmes. Dans une pièce voisine, les comportementalistes et le commandant de la section de recherche suivent le déroulé de la garde à vue. C'est une première audition sur comment fonctionne le couple, ce qui s'est passé ce soir-là, la soirée en famille, etc. Donc je sors de cette première audition, je ne suis pas plus inquiète que cela. Après 3 heures de repos, Jonathan Daval est entendu une 2e fois. Et les gendarmes changent de ton. Ça va aller de manière crescendo, en fait. On commence déjà par lui mettre en avant les incohérences flagrantes. Et puis petit à petit, on va un petit peu plus loin. On essaie de vraiment tout ramener pour le pousser aux aveux. Donc on se rend compte que tout ce qui est dans la presse est vrai. Et ce sont des indices qui sont, on ne peut les qualifier que comme ça, d'accablants contre Jonathan. On sait maintenant que Jonathan est effectivement impliqué, parce que nous, on assiste à ses réponses par rapport aux questions qui lui sont posées et où il ne peut pas répondre. C'est pas possible, il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est que tout simplement, c'est lui. Malgré l'évidence, Jonathan Daval persiste à nier. On s'est dit que ça allait être plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est quelqu'un qui baisse la tête, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, dans l'évitement, comme ce qu'Alexia disait finalement. Donc ça va durer des heures, et il peut ne pas parler pendant des heures. Les gendarmes tentent alors de créer un lien d'empathie avec lui. C'est une stratégie, c'est pas nécessairement ce qu'on pense. Mais la stratégie qui va être adoptée, c'est plutôt d'inculper Alexia, en fait. L'idée, c'est quand même d'essayer de prendre un peu soin de lui et de faire en sorte qu'il ait envie de nous parler. Donc, on va effectivement insister sur le fait qu'Alexia n'était pas facile, qu'elle le dévalorisait, que ça n'était pas simple, et qu'au bout d'un moment, on peut le comprendre, ça fasse péter un plomb. Mais le plan ne fonctionne pas. Alors, les gendarmes changent encore de tactique pour la 2e journée de garde à vue. En général, l'avocat est rarement notre allié, en fait. Mais là, dès le début, on a senti que les avocats allaient vraiment dans notre sens, celui d'aller vers obtenir des aveux. Et donc, il m'accorde, exceptionnellement, un entretien avec Jonathan. Je lui expose la difficulté. Je lui dis, voilà, Jonathan, il y a des éléments, il faut quand même que vous vous expliquiez. Là, c'est pas satisfaisant, on n'y arrivera pas. Et pour autant, il campe sur sa position. Il a effectivement un côté un peu juvénile, un peu enfantin quand on le voit.
qui pourrait nous faire croire à une certaine fragilité, une fébrilité. Alors je pense qu'il est fragile au fond, mais en tout cas, face à l'adversité, il est solide. Il reste très peu de temps de garde à vue. Mais l'adjudant Blanchard ne lâche pas. Il tente une 5e et ultime audition. On va accepter un très bref entretien, en fait, de moins de 5 minutes, avec ces 2 avocats. Il faut sortir de cette impasse et à ce moment-là, le conseil qui lui est donné, c'est soyez honnête. Maintenant, il faut dire les choses. Et par contre, c'est le choix de Jonathan Daval, c'est-à-dire qu'on ne le force pas. Hein. Il ressort et il vient s'asseoir vers nous. Et en fait, il se passe comme un grand moment de silence. Et là, Jonathan se met à verser une larme, à pleurer. Je lui dis, qu'est-ce que tu as à nous dire? Il va nous dire qu'il regrette ce qui s'est passé, que c'est lui qui l'a fait. Il dit qu'en fait, qu'elle aurait fait une crise, qu'il a voulu la faire taire, il a essayé de la contenir. C'est un accident. Des aveux à minima. Jonathan Daval ne parle ni des coups qu'Alexia a reçus en pleine figure, ni de la strangulation, ni de la crémation du corps. Mais les 48 heures légales de garde à vue sont terminées. Les gendarmes n'ont plus le droit de le cuisiner. Ce sera au juge d'instruction d'essayer d'obtenir des explications sur les circonstances du crime. En attendant, ce sont les propres avocats de Jonathan Daval qui vont annoncer son arrestation à la presse. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. On regardait ça à la télé, on attendait. Et quand on a su qu'on s'est tous effondrés, on disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Ça peut pas être lui. Je refusais d'accepter que ce soit lui. Un jeune garçon a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. J'en revenais pas. C'était tellement inimaginable pour moi que ce soit lui que j'avais du mal à réaliser. On avait perdu notre fille, maintenant on apprend que c'est notre gendre. On a pris un coup de poignard dans le cœur et c'était dur à emmagasiner. Oui. Il a vécu 3 mois avec nous, il pleurait avec nous tous les soirs. Il nous disait « je pourrais pas survivre à ça, si je reste en vie, c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'il avait envie d'être avec nous ». Mais ça, il nous mentait encore, alors qu'il venait de faire quelque chose d'immonde. Mais nous, on s'en est jamais rendu compte. Comment explique-t-il son geste ? Il l'explique parce qu'ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Qu'Alexia avait une personnalité écrasante. J'ai encore ces paroles-là dans la tête et je ne les supporte pas. Je veux dire, comment est-ce possible d'affliger à des parents autant d'horreur en même temps? Qu'il y a un meurtrier et que c'est la faute de ma fille, qu'elle a cherché ce qu'elle a eu. L'avocat était en train de salir la mémoire d'Alexia et là, c'était pas possible. Et de ce jour-là, je me dis, s'il va sur ce terrain-là, je serai là. Ni un meurtrier, ni un assassin, une mort accidentelle dans une crise au couple. Les déclarations de Randall Schwerdorfer font immédiatement scandale, jusqu'au gouvernement. Oui, les associations féministes dénoncent tout de suite cette défense. Et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, réagit très vivement, elle aussi, en qualifiant ses propos de scandaleux et dangereux. Elle parle d'assassinat, elle refuse le terme de mort accidentelle. Ça va lui être reproché parce que c'est une entorse à la séparation des pouvoirs. Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, lui, va s'engouffrer dans la brèche et il va lui répondre
par médias interposés. Et ça fait de la publicité à cette affaire qui devient un feuilleton judiciaire suivi par la France entière. Il faut dire que l'accusé l'alimente aussi. Qu'est-ce qu'il dit devant le juge? Bien sûr, 6 semaines après son arrestation, Jonathan Daval confirme ses propos devant le juge. Il dit qu'il a accidentellement étouffé sa femme, il ne voulait pas en arriver là, il n'a pas su gérer une énième crise d'hystérie d'Alexia, mais 3 mois plus tard, il revient sur ses propos. Et c'est quoi sa nouvelle version? Alors, c'est une fiction. Fin juin 2018, Jonathan Daval déclare spontanément au juge qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, il a voulu protéger sa belle famille. Alors cette fois-ci, il raconte que le fameux vendredi soir de la raclette, c'était les 2 ans du fils de Stéphanie et Grégory. Stéphanie, la sœur d'Alexia. Alexia s'est disputée avec sa sœur. Grégory, le mari de Stéphanie, monte pour essayer d'arranger le problème. Et puis, il se dispute lui aussi avec Alexia, bagarre, et c'est lui qui étrangle Alexia. Et Jonathan Daval dit, avec mon beau-père, Jean-Pierre Fouillot, pour que ça ne fasse pas un scandale, on a décidé d'aller dans le bois des Moulins et on s'est débarrassé du corps d'Alexia. Mais alors pourquoi il se serait tu si c'est vrai? Parce qu'il explique qu'il a voulu respecter un secret de famille et que Grégory, le mari de Stéphanie, est un jeune papa. Et Jonathan Daval ne voulait pas que Grégory aille en prison. Il y a un rebondissement qui fait les choux gras de la presse, mais qui, du côté des enquêteurs, fait plutôt sourire. Cette nouvelle version d'un crime familial, d'une Alexia tuée par son beau-frère, personne n'y croit. Mais la juge demande quand même aux gendarmes de vérifier. Quand la famille d'Alexia découvre cette accusation sortie de nulle part, c'est l'effondrement. Il ne s'est même pas contenté de tuer Alexia. Il a voulu détruire notre famille aussi. C'est-à-dire, quand il nous fait la théorie du complot, il n'a aucun scrupule à nous mettre en danger pour sauver sa peau. Là, je me suis demandé s'il nous avait aimés un jour pour nous accuser de meurtre comme ça. Je me suis dit, bon, un coup on accuse Alexia, maintenant on se retourne contre nous. Je me dis, mais il nous a jamais aimés, on a été vraiment des imbéciles. Du côté de Jonathan Daval, sa mère s'accroche à la nouvelle version de son fils. J'y ai cru. Tout simplement. J'ai dit, bon, ça serait quand même grave qu'ils aient fait ça à Alexia, mais je l'ai cru. Je voulais pas admettre que ça pouvait être lui. La mère et la défense relaient aussitôt cette nouvelle théorie dans la presse. Jonathan n'aurait jamais pu faire ça. Il aimait trop sa femme, d'ailleurs il l'aime toujours, il nous le dit assez souvent. Dans n'importe quel foyer en France, on commentait cette affaire comme si c'était un feuilleton. Les gens se sont scindés en deux. Il y avait les pro-Fouillot et les pro-Daval. Certains avaient envie de croire Jonathan, parce que c'est vrai qu'il renvoyait cette image de garçon fragile. On ne peut pas imaginer qu'il ait sauvagement tué sa femme, alors si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Nous, on le sait bien qu'on n'a rien à voir là-dedans, mais dans des petites villes, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Voilà. Ça, on l'a entendu plus d'une fois. Une rumeur, c'est un poison. C'est un poison qui s'infiltre partout. Et c'était le rôle de ces journaux, de mettre une rumeur. On mettait une pièce dans la machine, ça faisait repartir l'histoire. Mais pourquoi pas eux, après tout? Elle est peut-être louche, la mère ou le père. T'as vu, il souriait pas à tel moment, elle est pas habillée comme il faut. Et là, je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on bouge. Il faut vraiment qu'on réagisse. Et de ce jour-là, on s'est mis en mode combat tous les 4. L'avocat de la partie civile demande au juge d'instruction de confronter Jonathan Daval à ses clients. La famille d'Alexia veut comprendre et répondre à ces accusations. Le 7 décembre 2018, au palais de justice de Besançon, Jonathan Daval fait face, tour à tour, aux 4 personnes qui l'accusent. Le matin, Grégory est entendu, je suis là, à ses côtés, et Jonathan Daval maintient ses accusations. C'est pas moi, c'est toi. Ça va être un dialogue de sourds. Monsieur Gay conteste formellement toute implication dans les faits, et objectivement, on avait
vraiment rien dans l'information judiciaire pour considérer qu'il pouvait être impliqué de près ou de loin dans ces faits-là. La confrontation avec la belle-sœur de Jonathan Daval, pareil, n'aboutira à rien. Monsieur Daval est très peu convaincant dès ce moment-là parce qu'il est très peu descriptif, explicite. Et donc, cette confrontation du matin n'apporte rien. Mais la confrontation que tout le monde attend, c'est celle de Jonathan et de ses beaux-parents, avec laquelle il entretenait une relation filiale. En début d'après-midi, la mère d'Alexia est la première à lui faire face. Isabelle déjà rentre dans la salle, elle dit bonjour à Jonathan. C'est la seule qui fait cela. Et il nous regarde avec Ornella et il nous dit est-ce que je peux lui répondre? Oui, bien sûr, Jonathan. Donc il lui dit bonjour à son tour. On sort du cadre judiciaire déjà, hein, si vous voulez. L'interrogatoire du juge ne débloque pas Jonathan Daval. Alors, le magistrat prend une décision rarissime. Le juge d'instruction a eu la grande intelligence de laisser Madame Fouillot s'exprimer directement et quasiment d'interroger le mis en examen, ce qui, j'insiste, est vraiment très très atypique. D'emblée, elle va dire au mis en examen « je suis prêt à te pardonner ». Avec tout ce qu'elle a subi, avec tout ce que sa famille a subi, elle est capable de lui dire les yeux dans les yeux, Jonathan, on est prêt à te pardonner, mais il faut que tu nous dises la vérité. Pour briser le mutisme de son gendre, Isabelle Fouillot lui montre une photo d'Alexia avec le chat du couple, Happy. Je me suis dit si ça peut lui faire remémorer des souvenirs ou je me disais le chat, il l'a pas oublié le chat, il doit encore être dans son esprit. Est-ce qu'il se soucie encore du chat? C'est pour ça que j'ai pris la photo du chat. Ça représentait un lien affectif à tous les deux. Je me suis dit ça, il faut que je l'exploite, quoi. Elle va lui parler du chat, lui dire qu'il va bien, lui parler d'Alexia. Et là, ça va terriblement secouer Jonathan, c'est-à-dire qu'il va beaucoup pleurer en voyant cette photo. Et on sent que ça bouillonne. On le voit qu'il est sur sa chaise et qu'il bascule. Mais j'ai même le réflexe de le maintenir. Comme si vraiment je le sentais vulnérable. Mais Jonathan Daval ne concède rien. Le juge est sur le point de mettre fin à l'audition. À ce moment-là, la maman d'Alexia dit à Jonathan, j'en peux plus, faut qu'on en sorte. Tu comprends tes accusations sur Grégory, c'est dur. Ce qui s'est passé, il faut qu'on sache. Aide-nous, je compte sur toi. Moi, je voulais qu'on sorte de ce mensonge. Je voulais que mes enfants soient lavés de tout soupçon, même nous. Et c'est pour ça que je voulais arriver à le faire parler. Et là, Jonathan s'effondre complètement, il se met à genoux et il lui dit « c'est moi. C'est moi, je suis pas pardonnable. C'est moi qui ai tué Alexia. » Et scène encore plus incroyable, que je ne reverrai très certainement jamais durant une confrontation judiciaire, c'est cette femme qui se lève, qui relève le mis en examen, qui le prend dans ses bras et ils sanglotent l'un et l'autre pendant de longues minutes dans un tas de sidération collective. Tout le monde s'est tu, évidemment, à ce moment-là. J'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Je crois que le juge d'instruction est dépassé, le procureur aussi. On est tous dépassés par l'intensité émotionnelle de cette scène hors norme. Il a quand même reconnu avoir tué sa fille. Et cette femme trouve la force de le prendre dans les bras et de le remercier. On n'imagine pas vivre ce genre de choses. Dominique, ça y est, Jonathan n'accuse plus que lui, mais il n'explique toujours pas les circonstances du crime. Oui, c'est pourquoi le juge décide d'organiser en juin 2019 une reconstitution qui commence au domicile de Jonathan et Alexia. Il est ici, on l'a extrait de prison, on lui demande de refaire les gestes qu'il a posés ce soir-là. Il y a le juge, le procureur, les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, et il y a même, c'est exceptionnel, les parties civiles. Les parents d'Alexia, c'est rare, mais le juge a accepté. Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, la sœur d'Alexia, Stéphanie, son mari, Grégory. En fait, l'espoir du juge, c'est que la présence de Madame Fouillot
avec laquelle Jonathan Daval a une relation particulière puisse le déverrouiller, comme ça a déjà été le cas une fois, dans le cabinet du juge d'instruction. Oui, parce qu'il y a quand même des questions qui restent sans réponse. Quel a été l'élément déclencheur? Et est-ce que Jonathan a agi seul? Oui, ça c'est la grande question. Est-ce que Jonathan Daval peut avoir seul sorti le corps de sa femme du coffre de sa voiture et l'avoir transporté, traîné à 20 mètres à l'intérieur du bois, là où on l'a retrouvé? C'est la question. Et il y a aussi la question de la crémation du corps. Oui, lui dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. 5 heures du matin, la reconstitution débute dans la maison du jeune couple. La maison, c'est très dur de rentrer dedans. Quand on voit toutes les affaires, les chaussures, son manteau, comme si elle était là la veille, comme si le temps s'était arrêté et qu'elle allait franchir la porte et qu'elle allait arriver, quoi. Et ça, c'est une épreuve pour les parents. Selon l'accusé, Alexia a insisté ce soir-là pour qu'ils aient un rapport sexuel. Monsieur Daval explique qu'à ce moment-là, il est dans la fuite, il ne souhaite pas ce rapport sexuel et qu'il prend les clés de la voiture en disant « je vais faire un tour ». Et sa femme l'interpelle en lui disant « que se passe-t-il » Enfin, c'est un projet commun, ce projet d'enfant. Je prends un traitement médical qui est lourd, qui est difficile. Pourquoi tu fuis? Enfin, il faut qu'on parle. Et donc, il y aura des mots qui pourront être dits à Jonathan. « T'es pas un homme, j'en ai marre. » Voilà. Qu'en gros, il assure pas, quoi, en tant que mari. Jonathan a décidé de partir, mais Alexia le rattrape pour l'empêcher de fuir, comme d'habitude. Et Alexia va essayer de lui reprendre les clés pour ne pas qu'il s'en aille. Et à ce moment-là, elle va le mordre au niveau du bras. Cette morsure, ces griffures, il décrit à ce moment-là une véritable explosion et il porte des coups extrêmement violents à la face. Il tape la tête à plusieurs reprises de sa femme contre le mur, qui est un mur en parpaing. Donc autant de blessures et de coups qui sont en parfaite corrélation avec les données médico-légales liées à l'autopsie. Et puis il l'expliquera par la suite, il voulait qu'elle se taise, quoi. Qu'elle arrête d'avoir ce genre de propos à son égard. Et donc il va l'étrangler. Jonathan Daval dit je suis resté bien, 4 à 5 minutes à l'étrangler. Et donc, quand il mime, il reste 10, 15 secondes, 20 secondes, puis il lâche. Puis la juge dit non, monsieur Daval, vous nous avez dit 4 à 5 minutes. Donc vous allez tenir 4 à 5 minutes maintenant. Je peux vous dire que c'est long. C'est très long. S'il avait eu la volonté d'arrêter, il avait la possibilité d'arrêter. Mais il voulait vraiment la tuer. Et puis il va expliquer que Alexia, à partir de là, elle va tomber dans les escaliers. Et puis, qu'il s'aperçoit qu'en fait, au-delà d'être inconsciente, elle est morte. Un mannequin, lesté d'une 50aine de kilos, a été apporté pour les besoins de la reconstitution. Quand il fait tomber le mannequin par terre et qu'il nous explique qu'il lui a mis 2 tartes dans la tronche pour la réveiller, et c'est ce qu'il nous dit, hein. Et puis que spontanément, tout de suite, il rentre dans l'action de « je prends le corps et je vais le mettre dans le coffre de la bagnole ». Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne cherche pas à demander à l'aide à droite à gauche. Est-ce que j'appelle la police? Est-ce que j'appelle une ambulance? Est-ce que j'appelle mes beaux-parents? Est-ce que j'appelle ma mère? Rien. Tout de suite, ça devient naturel pour lui. Ça y est, elle est enfin morte. Je vais m'en débarrasser. Selon lui, il pense au suicide, mais il dit qu'il n'a pas le courage pour se suicider, et donc il va très clairement essayer d'échapper à sa responsabilité. C'est là qu'il imagine un plan pour éloigner les soupçons.
ce scénario de la joggeuse. Il expliquera qu'Alexia avait déjà la tenue avec laquelle elle est retrouvée et que simplement lui aura l'idée de lui mettre les baskets. La suite de la reconstitution se déroule dans le bois des Moulins, où le corps brûlé d'Alexia a été découvert. C'est toute une ambiance absolument hors norme. Je me souviens d'hélicoptères qui tournaient, je me souviens de gendarmes qui patrouillaient à cheval, je me souviens de toute cette presse qui était là, pressante, c'est le cas de le dire, à quelques centaines de mètres de nous. C'est peut-être la partie la plus dure pour lui, parce que d'abord on veut voir s'il est capable d'avoir traîné le corps d'Alexia seul. Jonathan Daval y parvient seul. L'hypothèse d'un complice tombe. Jonathan prend Alexia par les pieds, la descend comme ça de la voiture, la tête qui tombe par terre. Et il la traîne dans les bois. On ne manipule pas un corps qu'on dit avoir aimé tel qu'il l'a manipulé après l'acte. C'est quelque chose d'énorme. Et ça me marquera toujours. Jonathan Daval s'est expliqué sur tout, sauf sur un élément, la crémation du corps d'Alexia. Il nie. Ses avocats sont un peu gênés, légèrement sur la défensive. Et à ce moment-là se déroule quelque chose que je n'ai jamais connu dans ma vie, peut-être le moment le plus intense de ma vie professionnelle, et j'en ai vu quelques-uns. Là, Isabelle et Jean-Pierre s'approchent de lui. Ils sont à quelques mètres de lui, et une sorte de discussion à bâton rompu, d'interpellation à bâton rompu, s'instaure entre eux. On est obligé de supplier un accusé d'avouer. On se met à genoux devant lui pour avoir la vérité. On lui a dit, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, par rapport à tout l'amour qu'on lui avait donné, on l'a supplié d'avouer la crémation. C'est ce qu'on cherchait à ce moment-là, c'était uniquement ça. On était dans les bois, c'était uniquement pour ça. Vraiment, c'était un échange. Lui répondait, non, c'est pas moi, je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait. Isabelle montait d'un cran, Jean-Pierre s'en mêlait. Je me souviens que Grégory est intervenu dans la conversation aussi. Tout le monde laisse faire. Et Jonathan, au bout d'un moment, j'ai bien cru qu'il allait craquer, mais non, ça s'est arrêté là. La juge d'instruction met un terme à cet échange. Mais avant de clore la reconstitution, elle permet exceptionnellement à Jonathan Daval de s'entretenir avec ses avocats. Très spontanément, Jonathan nous dit, voilà, je crois que je suis bloqué. Je crois que je peux pas. C'est moi, mais je peux pas. Je peux pas le dire. Et ça, c'est déjà beaucoup, ça. Et je suis dans le déni. Parce que c'est pas possible, parce que je peux pas l'accepter, je peux pas accepter de l'avoir fait, parce que c'est tellement pas moi, et pourtant c'est moi. Alors il dit, Jonathan, prenez le temps qu'il vous faut, et dès que vous êtes prêt, on prendra la reconstitution et vous direz ce que vous avez à dire au juge d'instruction, aux parents d'Alexia. Et à un moment, Jonathan dit, c'est bon, on peut y aller. Il se lève, et il explique ce qui s'est passé, cette crémation, ce qu'il a fait. Jonathan Daval a brûlé le cadavre de son épouse en l'aspergeant de mousse expansive qu'il a enflammée. Cette bombe à aérosol entamée que les gendarmes ont découvert dans son garage. Le 16 novembre 2020, le procès de Jonathan Daval s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Un tribunal pris d'assaut. 40 médias se sont fait accréditer pour suivre l'épilogue d'une affaire qui passionne les gens depuis 3 ans. Une pression médiatique avec laquelle les deux camps vont continuer à composer.
La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été prise à témoin. Tous les médias s'intéressent à cette affaire depuis le départ. Depuis la disparition d'Alexia, la presse est là. Cette affaire, et c'est rare pour une affaire criminelle, les Français se la sont accaparés. C'est devenu leur affaire. L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit, est devenu le mensonge fait à tous les Français. C'est une trahison de tous. Et donc, on se retrouve dans une affaire où Jonathan Daval n'est plus l'accusé uniquement de la famille d'Alexia parce qu'il a tué leur fille, il est l'accusé de toute la France. Bonjour Madame Fouillot. C'est une journée décisive aujourd'hui, Madame Fouillot. Ils ont changé en quelques mois, les parents d'Alexia. Ils semblent bien plus combatifs et ils ont fait le deuil vraiment du gendre idéal qu'ils avaient imaginé. Le temps du pardon était loin. Le temps de Isabelle Fouillot qui enserre dans ses bras Jonathan Daval, là, il est très très loin. On est dans quelque chose de beaucoup plus conflictuel. On s'est dit au procès, on va nous faire passer Alexia pour la méchante. On va nous faire croire qu'elle méritait bien ce qu'elle a subi. Il fallait encore qu'on occupe le terrain. Bon, on y va. Allez. Donnez-moi du courage, les journalistes. Oui. Elle n'a pas mérité d'avoir 15 coups de poing dans la figure. Elle n'a pas mérité ça. Elle n'a pas demandé à avoir un étranglement. Elle ne pensait qu'à vivre, à aimer et à fonder un foyer. C'est tout ce qu'elle attendait de la vie. Alors, faut arrêter avec toutes ces mensonges qui ont été dits. Et on était là uniquement pour ça. Pour commencer, la partie civile attaque tout de suite la thèse du crime spontané. Et si Jonathan avait prémédité son geste? Grégory, le beau-frère d'Alexia, qui est ingénieur, a étudié le dossier et relevé que les experts avaient découvert des traces d'anxiolytiques et de somnifères dans les cheveux d'Alexia. La famille remet ce sujet sur le tapis. Pour elle, cette prise de médicaments est incompatible avec son projet de bébé. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette notion d'empoisonnement, d'empoisonnement. Quand on dit empoisonnement, souvent on a la notion de vouloir tuer. Nous, ce qu'on pense plus, c'est que c'était un empoisonnement plus pour la soumettre, pour être tranquille. Parce qu'il en avait peut-être marre qu'elle vienne lui parler de projet bébé, parce qu'il se sentait peut-être oppressé par elle, j'en sais rien. Il lui a donné des médocs pour qu'elle lui foute la paix. Clairement. À l'audience, l'avocat de la famille relève un autre point jamais évoqué au cours de la procédure. Du sperme a été retrouvé sur le short d'Alexia. Pour la partie civile, ça ouvre l'hypothèse d'un viol après la mort. C'est d'entrée et qu'il fallait évoquer ces sujets, ne serait-ce que pour mettre la partie adverse en porte-à-faux. La stratégie, c'est tout simplement de dire on va occuper le terrain. Et je dois dire que pendant 2 jours, on n'a parlé que de ça. Ça permet, au travers de ces notions-là, d'asseoir l'idée que Jonathan est un véritable monstre. Hein. Il a voulu l'empoisonner, ça n'a pas marché, il l'a étranglée, et en plus de ça, elle est morte, et il l'a violée. T'imaginez? Il est horrible, ce garçon. Ce serait tellement plus simple s'il avait eu un vrai esprit criminel, s'il avait été mauvais, mais au plus profond de lui-même, de l'accabler. Et ils vont pas y arriver, parce que la cour d'assises va pas y aller. Le légiste passe une journée entière à la barre et le martèle. Rien ne lui permet de confirmer la réalité d'une soumission chimique ni celle d'un viol. J'ai décidé effectivement de ne pas retenir ces éléments. Je crois que dans ce dossier, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour caractériser véritablement une intention de tuer avant le passage à l'acte. Le lendemain, c'est au tour d'Isabelle Fouillot de témoigner. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? On verra. Qu'il craque encore une fois, mais ne mettez pas trop de pression. Voilà. Un mensonge de plus, sûrement. Nous verrons bien. On verra bien. Mais je lui dirai ce que j'ai sur le cœur. Ce sera le plus important aujourd'hui. À la barre, la mère d'Alexia s'adresse à Jonathan Daval. Pour l'attendrir, elle lui lit une lettre que sa fille lui avait écrite pour la Saint-Valentin. Je voulais essayer de lui faire revivre encore quelque chose d'Alexia, pour qu'il sorte encore une fois
tous ces mensonges et qu'il puisse aller jusqu'au bout et reconnaître encore des choses, parce qu'on n'a pas toute la vérité. On est loin d'avoir toute la vérité. Elle allait le chercher, encore et encore, et encore, et encore, pour essayer qu'il parle. Et là, franchement, il n'y avait plus un bruit dans la salle, et c'était très, très, très intense. Il a pleuré, il a été ému plusieurs fois. Et il s'enfonce dans le box à un point tel qu'on ne voit plus son visage. Lorsqu'Isabelle se retire, sans avoir eu de réponse à ses questions, il est invisible dans le box des accusés. Malgré les conclusions de l'enquête, malgré les expertises, la famille d'Alexia ne croit toujours pas à la thèse de la dispute qui dégénère. On ne savait plus quoi répondre aux parties civiles. Quelle vérité vous voulez? Une autre, plus sombre, l'empoisonnement, beaucoup plus sombre, l'assassinat. Mais vous voulez la vérité ou une vérité qui vous permettrait d'effacer Jonathan de votre mémoire, de vous dire cet homme n'a jamais mérité notre amour. Mais cette vérité-là, c'est pas possible de leur donner ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas la réalité de l'enquête. Et la réalité, c'est tristement cette soirée qui a mal tourné, cette altercation qui a dégénéré, et ces violences qui ont fini par un meurtre. Au 3e jour du procès, il est plus de 18 h quand le président interroge un Jonathan Daval très éprouvé par les débats. Ses réponses se raccourcissent, il en vient même à des oui, des non, des silences. On sent que ça devient très compliqué. Et c'est au moment où il l'interroge sur ses rapports intimes que là arrive le coup de théâtre, où Jonathan Daval se sent mal, je le vois se rasseoir, chanceler, demander une bouteille d'eau. Son escorte comprend avant tout le monde ce qui se passe, il tombe, et c'est pas du cinéma là, hein, il est tout blanc, ça se voit, hein, il est tout blanc et il tombe dans les pommes. Un malaise qui manifeste clairement l'état dans lequel il était. C'est-à-dire apeuré et complètement tétanisé de devoir s'exprimer après avoir entendu tout ce qu'il avait entendu dans la journée. Quand le procès reprend, c'est pour mieux se cristalliser sur le mobile. L'enquête n'a retrouvé aucune trace de violence dans le couple. Alors pourquoi Jonathan Daval, un homme normal et aimé, est-il soudainement passé à l'acte? On se dit tous, est-ce que nous, on a ça en nous? Est-ce que nous, on a un potentiel criminel en nous? Est-ce que mon frère, mon père, mon ami a ça en lui ou pas? Et c'est ça qui fait que la France est allée loin dans cette affaire et a été fascinée et a voulu avoir le dernier mot, parce que on a tous cette question. Est-ce que quelqu'un de normal, d'ordinaire, peut tuer? La Cour tente de trouver des réponses dans l'enfance de l'accusé. Une enfance heureuse, choyée, jusqu'à la mort du père, quand Jonathan avait 13 ans. Quand son papa est décédé, il n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Mais puis après, par la suite, il a attrapé des tocs. Quand je faisais son lit, il se baissait en dessous le lit pour voir si ses draps étaient bien mis, sans plis. Il prenait une douche, ça durait facilement 1h30, 2 heures. Des gestes répétitifs comme ça tout le temps. L'expert psychiatre vient alors établir un lien entre cette obsession et le passage à l'acte. Cet expert va dire notamment que les personnes qui sont toquées peuvent avoir tendance à intérioriser la violence et à la refouler. Il explique que Jonathan Daval, à un moment, a pu totalement perdre pied face à une situation et à des mots qu'il n'a pu accepter et qui, pour autant, par le passé, il avait pu les tolérer. C'est-à-dire que t'es pas un homme, c'était peut-être une phrase qu'il avait entendue une vingtaine de fois, mais la 21e fois, c'était la 21e fois de trop. C'était le mot de trop qui fait qu'on était face à une cocotte minute qui, à un moment, avec ce mot de trop, a éclaté. La défense demande alors au père d'Alexia ce qui se serait passé si Jonathan
après son geste fatal, l'avait tout de suite appelé. Il me regarde et il me dit j'y ai déjà pensé. S'il avait fait ça, je serais venu. Et ça aurait été un meurtre ordinaire. Et il dit ce que je n'ai pas le droit de dire. Et les jurés, bien sûr, l'entendent quand même. Parce qu'effectivement, si on enlève la folie médiatique, l'hystérie médiatique, cette affaire ressemble à énormément d'autres affaires criminelles, beaucoup d'autres. Et là, effectivement, il sort, Jonathan, de ce côté exceptionnel, hors norme, monstre, pour revenir sur une chose criminelle ordinaire, habituelle. Et ça ne vaut pas perpétuité. Après 6 jours d'audience intense, vient le réquisitoire de l'avocat général, Emmanuel Dupic. La grande majorité des homicides conjugaux ne donnent pas lieu à une crémation du corps. La grande majorité des homicides conjugaux que nous avons, je rappelle que c'est malheureusement une femme tous les 2 jours et demi en France qui décède sous les coups de son compagnon, ce sont des personnes qui tuent et puis parfois même qui appellent immédiatement les enquêteurs pour se livrer à la justice. Donc on n'est pas du tout dans ça. Et compte tenu de l'horreur de ce crime, qui est une lente suffocation de plus de 4 minutes avec, j'ai employé ces mots, un tabassage, il m'a semblé que Jonathan Daval méritait effectivement, et je l'ai requise, la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Randall Schwerdorfer s'adresse le dernier aux jurés. Je leur explique simplement que c'est la peine maximale qui est réservée aux hommes ou aux femmes les plus dangereux, qui ont fait le pire, qui ont une personnalité d'une dangerosité extrême, qu'on la retrouve dans des affaires comme celle de Fourniret, Francis Holm, Guy Georges, et que dans le box des accusés, c'est Jonathan Daval. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas juger Jonathan Daval comme on juge Fourniret. C'est une aberration. Comme c'est l'usage, l'accusé se lève pour ses derniers mots. Jonathan Daval regarde la famille d'Alexia, porte la main sur son cœur et dit « Pardon, pardon ». Après un délibéré court, à peine 2h30, Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison, sans peine de sûreté. C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais. C'est à la hauteur de notre souffrance et maintenant nous sommes arrivés à la fin du combat. Et maintenant on va essayer de se reconstruire, et de tourner la page et de passer à autre chose. Comme il l'avait annoncé avant le procès, Jonathan Daval a accepté sa peine et n'a pas fait appel du verdict. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont fait effacer de la pierre tombale le nom du meurtrier. Alexia repose désormais sous son nom de jeune fille.